Je suis Anne-Gaëlle Deloge, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et je travaille à l'UMSA, unité mobile de psychiatrie du sujet âgé qui dépend de l'EPSM de Caen. Docteur Benrika Soumia, je suis médecin psychiatre au sein du service de psychiatrie adulte du CHU de Caen et je me dédie à la psychiatrie de la personne âgée. Je suis le docteur Descatoires, je travaille au CHU de Caen et je suis responsable d'une unité qui prend en charge des patients qui souffrent de troubles du comportement. Les comportements vocaux perturbateurs sont une expression langagière allant du cri, hurlement, vocifération, menace, voire agressivité verbale, jusqu'aux répétitions de mots stéréotypés, voire de propos incohérents. À l'instar des autres troubles perturbateurs, ils visent à s'exprimer. Le cri a de nombreuses définitions. Chez le sujet âgé, c'est une forme d'agitation vocale où le volume, l'intensité sonore est augmenté. Il peut être avec ou sans langage articulé. C'est une manifestation qui se rencontre dans de nombreuses pathologies. Le principal facteur prédisposant des comportements vocaux perturbateurs, ça va être la présence d'un déclin cognitif avec des troubles neurocognitifs majeurs qui malheureusement, dans une grande majorité des cas, ne sont pas toujours diagnostiqués. Un autre facteur qu'on va retrouver fréquemment, ça va être la présence d'une perte d'autonomie fonctionnelle majeure, avec des patients qui vont souffrir de difficultés à gérer leur quotidien et qui vont avoir une vie de relation qui est de plus en plus pauvre, des interactions avec le monde également qui s'étiolent et qui parfois même peuvent paraître inexistantes. En ce qui concerne les facteurs déclenchants, ceux qui vont fréquemment être retrouvés, ça va être en premier lieu l'expression d'une souffrance physique qui va générer ce type de symptômes. Alors évidemment, on pense en premier lieu à la douleur, mais on doit rechercher d'autres facteurs somatiques, comme par exemple la présence d'un globe urinaire ou d'un fécalome. Mais on peut avoir également des sensations d'inconfort liées à une installation prolongée dans un fauteuil. En deuxième lieu, on va s'attacher à rechercher, au travers de ces cris, l'expression d'une souffrance morale. On peut avoir fréquemment des gens qui souffrent d'un état dépressif qui est difficile à évaluer ou d'un état anxieux, mais parfois ça peut être juste un sentiment de solitude ou d'abandon. Les conséquences concernent l'individu lui-même, sa détresse non apaisée et une potentielle cascade psychocomportementale. Cela peut aussi conduire à des effets délétères en lien avec une surprescription. D'autres impacts sont la stigmatisation, l'isolement, le vécu de rejet, d'abandon et dans le pire des cas, une perte d'autonomie en lien avec un manque de stimulation. Pour l'entourage professionnel et les aidants informels, un risque est de focaliser sur le symptôme et sa conséquence et en oublier finalement le sens derrière ce cri. On peut aussi s'habituer, entre guillemets, à ces manifestations de cris et dans ce contexte, risquer de passer à côté d'une cause curable. Enfin, une conséquence majeure du cri concerne l'épuisement, associé à un vécu d'échec et un risque augmenté de maltraitance. L'évaluation des cris doit se faire de façon pluridisciplinaire et vise à identifier les différents facteurs impliqués dans la genèse du trouble. On distingue classiquement 3 types de facteurs, ceux liés à la maladie, ceux liés à l'environnement et ceux bien sûr liés à la personne. Cette évaluation vise à comprendre le comportement avec la règle des 5 W. Who, qui est à l'origine du cri, son histoire, son passé, ses besoins. When, quand survient le cri, est-ce que c'est au moment de la toilette du matin? Est-ce que c'est au moment du coucher le soir? Where, où? Est-ce que c'est dans la salle de bain au moment de la toilette? Est-ce que c'est dans le réfectoire en présence des autres résidents? What, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que le cri s'accompagne d'autres symptômes, comme par exemple des pleurs, de l'angoisse, des mimiques, comme la douleur? Et enfin, le why. Pourquoi survient-il? On identifiera 3 types de cris. Celui visant à répondre à un besoin spécifique, comme la douleur ou la faim. Celui visant à répondre à un besoin non défini qu'il faudra préciser, comme le besoin de présence d'une personne. Et enfin, celui qui vise à s'auto-stimuler. Le bilan étiologique, il va permettre en premier lieu de mettre en place des stratégies non médicamenteuses. Elle est toujours individuelle et adaptée et surtout, elle est le fruit d'une réflexion d'équipe et appliquée en équipe, en collectivité. Le bilan étiologique, il va également permettre d'orienter la thérapeutique médicamenteuse. Il n'y a pas de traitement spécifique au cri.
Mais le recours aux psychotropes est fréquent, alors même que les études se font rares. L'utilisation de psychotropes a de plus un effet modeste sur les cris en dehors d'une pathologie psychiatrique bien identifiée. Le recours aux psychotropes peut se faire en présence d'une pathologie psychiatrique telle la dépression, le trouble anxieux ou encore les hallucinations. Dans les autres cas, lorsque les thérapeutiques non médicamenteuses se sont avérées inefficaces, on peut y recourir en étant attentif d'une part à leur tolérance et effets secondaires et d'autre part à la durée de prescription. En prévention, on accompagne et on stimule la personne en adaptant les interventions à son fonctionnement et notamment en termes de communication. On favorise par exemple les phrases simples, les phrases courtes, le vocabulaire concret, une articulation prononcée, plus marquée et un débilant. On essaye de s'adapter à son rythme, éviter de brusquer, éviter de surstimuler. Attention aussi à ne pas sous-stimuler, c'est un équilibre finalement à trouver. On accompagne les routines en les renforçant ou en créant de nouvelles. L'idéal est de maintenir un environnement stable et familier pour la personne. En parallèle, répondre aux besoins est essentiel, que ce soit de faim, de soif par exemple, mais aussi il est important de nourrir les sentiments d'identité, d'utilité, d'estime et de sécurité. Il est également primordial d'éviter de mettre en échec ces personnes. On propose également des stimulations en fonction des centres d'intérêt de la personne et de ses capacités préservées, sur le plan sensoriel, cognitif ou encore moteur, sans objectif de performance. On peut utiliser des approches psychocorporelles ou des techniques mimant la présence, comme la présence simulée, ou le matériel lesté, ou encore les objets transitionnels. Il faut également penser et optimiser les stimulations environnementales sur les plans social, sensoriel et matériel. En intervention, face à toute manifestation psychocomportementale perturbatrice, 3 grandes règles. On se montre calme et disponible. On questionne le besoin sous-jacent et on essaye d'y répondre. Et ensuite, on réagit en validant, en sécurisant, en rassurant et en faisant diversion. Face aux cris, des interventions non médicamenteuses à privilégier sont celles dites de renforcement négatif, on ignore le comportement inapproprié, et de renforcement positif, on célèbre, on valide, on récompense le comportement approprié. On peut également proposer une dégression vocale ou un déplacement de l'agitation vocale vers du vibratoire, du moteur, du tactile par exemple. Ne pas hésiter à différer et à passer le relais dans ces situations complexes. Analyser les pratiques, mais aussi se former, sont des mesures à mettre en œuvre dans ces situations. Tout comme disposer d'espaces d'expression, que ce soit via des dispositifs d'aide aux aidants, mais aussi des temps de régulation, voire des temps de réflexion éthique pour les professionnels. En conclusion, face aux cris, il ne faut jamais renoncer à évaluer. C'est parfois la compréhension du symptôme, le seul pouvoir qu'on a sur ce dernier. Et puis, surtout, il ne faut pas rester seul. La souffrance de ces patients doit vraiment être portée en équipe. Il faut savoir également accepter l'incertitude, l'échec, parfois le besoin de répit, pour ne pas tomber dans la négligence ou la iatrogénie. Ces patients donnent vraiment toute la place à la réflexion éthique, car on est toujours sur un fil, sur une balance bénéfice-risque qui est difficile à atteindre.